Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est quoi? C'est le format news de la nuit des sorties où l'on analyse l'industrie du cinéma et des séries. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir, Al. Bonsoir, et je suis déçu parce que d'habitude tu dis on analyse sous toutes ses coutures. Oui, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit, c'est bon. Ah là là, bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, ça va, on a pas mal de choses à dire cette semaine. Il y a du lourd. C'est vrai, il y a du lourd, mais toi, ta semaine, comment s'est-elle passée? Est-ce que t'as vu des trucs sympas? J'ai pas vu grand chose cette semaine. Non, j'ai pas. Enfin, je regarde les X-Men. Voilà, c'est sympa. Ouais, il se prépare à la future série. C'est ça. Moi, j'ai vu des trucs horribles la semaine dernière parce que c'était une semaine pas fou. Et là, cette semaine, on verra. Il y a des trucs que j'attends. Il y a des trucs qui vont être sympathiques. N'oubliez pas d'ailleurs, mardi prochain, on vous parle de Dune partie 1, avant le Dune partie 2, qui a l'air de cartonner. Et voilà, vas-y, je fais de la pub dans notre podcast. Bah après, c'est le même podcast, de toute façon. Oui, mais en fait, d'habitude, tu fais de la pub dans autre part que dans ton podcast, tu vois. Oui, mais bon. Mais bon, moi, je fais de la pub dans mon émission, voilà. C'est nouvelle logique. Bon, on attaque les news, on a un gros programme. Ouais. On commence par quoi? Eh bien, on va commencer par les awards, parce que c'est la saison des awards. Et il y a eu les 51e Annie Awards, donc c'est les Oscars, en gros, de l'animation. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Spider-Man Across the Spider-Verse a tout raflé, parce qu'il avait 7 nominations, il les a toutes gagnées, notamment meilleur film d'animation, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleur effets spéciaux, meilleur character design, meilleure musique et meilleur production design. Ensuite, on peut aussi noter que Blue Eye Samurai, donc la série d'animation sur Netflix, a gagné 6 Annie Awards, donc pour meilleur média TV mature pour les adultes, quoi. Meilleur scénario, meilleur montage, meilleur effets spéciaux, meilleur character animation et meilleur production design. On a eu aussi Moon Girl et Devil Dinosaur, donc qui est une petite série Marvel plus pour les enfants, qui a eu 3 Annie Awards, notamment le meilleur storyboarding, le meilleur doublage de voix pour le personnage de Lunella Lafayette, voilà, qui est la fameuse Moon Girl jouée par Diamond White. Et ils ont eu aussi Best Character Design pour une série TV. Et en dernier, on a eu Nimona qui a eu 2 awards pour meilleur scénario et aussi meilleure voix, notamment pour le personnage de Nimona joué par Chloé Grace Moretz, qu'on connaît bien. Hein, voilà. Ensuite, il y a eu aussi Robot Dreams qui a gagné le meilleur film indépendant. Et il y a eu Takeshi Honda qui a gagné la meilleure animation de personnage pour son travail sur le garçon et le héron. Et c'est seulement la deuxième fois en 14 ans qu'un animateur 2D a gagné dans cette catégorie. Bah écoute, Cross the Spider-Verse, grand favori de cette cérémonie, pour le coup. Ce qui n'était pas le cas depuis un moment, parce qu'il gagnait pas forcément dans les autres trucs d'Awards. C'était plus le garçon et le héron. Mais ouais, du coup là... il a été pas mal récompensé. Blue Eye Samurai, surpris un peu, mais je crois qu'elle avait bien marché de toute façon la série. J'ai vu beaucoup de réalisateurs sur Twitter, on disait que c'était génial, notamment Guillermo del Toro et d'autres gens comme ça. Ouais. Ça me donne un peu envie de la regarder, je t'avoue. Ouais, écoute, pas trop de surprises, mais bon, moi j'ai pas vu Blue Eye Samurai, mais ça a l'air vachement sympa. Nimona de Howard, ouais c'est sympa Nimona, donc moi je suis content. Bon, rien pour le garçon un petit Howard pour le garçon et le héron, mais bon, pas grand chose. Et bon, après, Suzume, tout ça, je demande même pas. Mais ouais, ça me surprend pas comme palmarès pour le coup. Par contre, le garçon et le héron, il a gagné le BAFTA de la meilleure film d'animation. Est-ce que tu peux nous parler des BAFTA? C'est ça, il a gagné meilleur film d'animation au BAFTA, comme il avait gagné au Golden Globes, voilà, donc c'est un des favoris pour gagner l'Oscar, et là, les BAFTA, il y a eu pas mal de récompenses attendues aussi, hein. Oppenheimer, grand gagnant, donc meilleur film, meilleur acteur secondaire, là, ils ont tout raflé, meilleur montage, ça a été, c'était le gros favori qui a gagné, mais Pauvre créature aussi a pas mal gagné, donc Emma Stone a gagné, après il y a eu pas mal d'Oscars techniques, meilleur décor, donc les deux
favoris à chaque fois qui gagnent le plus, c'est eux. La zone d'intérêt a été fait créer un peu la surprise parce qu'il a gagné meilleur film britannique. Ouais. Donc dans sa catégorie. Après il a eu meilleur son. Donc ouais, c'est le troisième film qui a eu le plus d'awards avec 3 awards, et il a eu meilleur film étranger devant Cocorico. Anatomie d'une chute, donc c'est la première fois que Anatomie d'une chute se fait battre pour le meilleur film étranger. Anatomie d'une chute a quand même eu meilleur scénario original parce qu'à chaque fois il l'a de partout. Et voilà, après on a retrouvé Winter Break qui a eu deux awards, mais bon, c'est le même. voilà, c'est ça, de meilleure actrice secondaire qu'il a eu, mais voilà, en vrai pas trop de surprises à part peut-être la zone d'intérêt qui a quand même gagné meilleur film britannique. Donc c'est vrai. Ça c'est fou, mais sinon voilà. Oppenheimer reste le grand favori après pour la suite et les Oscars, sans surprise. Ouais, mais pour Things aussi, Emma Stone peut gagner l'Oscar de meilleure actrice, genre de choses quoi. Bah, elle est passée favorite quand même. Ouais, parce qu'on pensait que ce serait Lily Gladstone, mais en fait là, depuis le début de l'année, Lily Gladstone, elle gagne pas, c'est Emma Stone qui gagne à chaque fois. Ouais, depuis les Golden Globes, elle a pas gagné, je crois, Lily Gladstone. Enfin, après, elle a gagné d'autres trucs, mais les récompenses majeures. Après, il faut voir les SAG Awards, qui aura la semaine prochaine, mais ouais, on verra. Ensuite, on va aller sur les plateformes, notamment chez Amazon Prime, donc Prime Video. Et bien, on a eu le premier trailer pour la partie 2 de la saison 2 de Invincible, et ça sortira donc le 14 mars. T'es chaud ? Bah ouais, mais bon, ça fait 4 mois quoi qu'on attend la suite. Oui. Donc oui, je suis chaud. J'avais plutôt bien aimé la première partie de la saison 2, même si mais en fait là je suis perplexe parce que sur ce quoi va être au final la saison 2, mais en fait c'est parce qu'ils l'ont coupé en deux et c'était pas une bonne idée, de toute façon on l'avait déjà dit. Ouais. Maintenant au moins on a une date de sortie, j'ai peur que la hype soit malheureusement descendue, mais bon, avec Invincible la hype peut remonter très vite aussi, donc... Oui, il faut voir, effectivement, s'il se passe des dingueries, ça peut remonter assez vite, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Ça aurait été mieux d'avoir les 8 d'un coup. Et ce choix-là, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, ouais. Ils auraient mieux fait d'attendre là, mars, et puis de tout sortir, quoi. Mais bon. Ah, clairement. Voilà. Ensuite, on a des nouvelles d'une série que j'avais oublié qu'elle existait. Alors on a appris que Jonathan Van Tulleken, alors je sais pas si j'ai bien dit son nom, qui a fait Shogun, va réaliser les 2 premiers épisodes de la série Blade Runner 2099 pour Amazon Prime Video, et que le tournage commence en fin printemps et qui démarre à Prague. Donc il y a une série Blade Runner 2099, on n'en a jamais parlé parce que je crois qu'on n'avait pas d'infos de toute façon dessus. Ouais. Moi je trouve que c'est pas du tout une bonne idée, Blade Runner 2099 en série, parce que en fait moi les Blade Runner, les 2 trucs qui marchent c'est des trucs qui se font sur la longueur. Moi je trouve, j'aime beaucoup l'ambiance, et je sais pas comment ils vont découper un truc chaque semaine pour y rester réussir à garder cette ambiance et cette pesanteur, il y a un truc un peu lancinant, moi je trouve dedans, que j'aime bien, et en fait à coup d'épisode de 50-40 minutes découpé, j'y crois pas du tout. Enfin, ça va casser un peu le délire pour moi, mais bon. Après tu oublies qu'il y a eu une série d'animation Blade Runner avec une meuf qui courait avec des épées ou je sais pas quoi. Je crois que c'était pas terrible. Bon. Oui, c'est sorti, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mais ouais, il y a une série d'animation. Ça va l'air, ça n'a rien à voir avec les films, mais... Ok, j'ai pas du tout suivi, mais je sais qu'il y avait un court-métrage d'animation pour la sortie du film Blade Runner 2049 qui était vachement bien. Je sais plus par qui il était réalisé, par un... Ouais, c'était fait par un mec connu. C'était pas le gars de Cowboy Bebop, c'était Watanabe, je crois. Il me semble que c'est lui, mais en tout cas c'était vachement bien son court-métrage, mais voilà, en série je suis pas chaud. Après il faut voir, parce que Shogun a des très bons retours critiques. C'est une série qui sort la semaine prochaine, et ça sort mardi de la semaine prochaine, et ça a des très bons... Enfin, après j'ai vu il y a eu genre sur Rotten Tomatoes il y a genre 17 critiques, mais pour l'instant c'est à 100%, il y a que des critiques positives, donc à voir, ça peut être une surprise aussi. Ensuite, on va parler de Paramount, parce que Paramount veulent merger, donc fusionner avec une autre entité, et ils ont apparemment discuté avec Comcast. Alors Comcast, c'est un énorme média, on va dire, américain, qui détient par exemple Universal ou DreamWorks, pour citer que ça, et des chaînes de télé et plein de trucs, donc c'est un énorme... D'ailleurs, c'est Comcast qui voulait peut-être acheter la Fox, ils étaient en concurrence avec Disney. C'est possible. Et en tout cas, c'est un gros marché. Surtout là, Universal, ils ont quand même pas mal tout cassé ces dernières années avec DreamWorks. Enfin, pas DreamWorks, mais
leur studio d'animation, leur autre studio d'animation, j'ai oublié. Écoute, moi, Paramount, ils vont chercher un petit peu partout, du coup, en ce moment, à se faire racheter. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'ils se fassent racheter par Comcast, parce que c'est un peu un des gros concurrents ultra chers en ce moment, quoi. Et puis, ils ont des franchises avec Tom Cruise. donc pourquoi pas. Et ça parle de Paramount Plus qui pourrait, du coup, merger avec Peacock et devenir un seul truc de streaming, donc pourquoi pas, si ça les favorise. En tout cas, ils cherchent définitivement à merger, Paramount. Ouais, mais c'est vrai que Paramount Plus, il n'y a pas grand chose en vrai, ils sont un peu... Je suis pas sûr que ce soit rentable, hein, comme de toute façon, les plateformes de streaming, il y en a très peu qui sont rentables. Voilà, déjà même Disney Plus a du mal, donc Paramount Plus, voilà, malgré qu'ils ont Sonic, Tortue Ninja ou des trucs comme ça, je pense pas que ce soit des trucs qui ramènent beaucoup de monde non plus, donc ouais. Je vois le move. De toute façon, au final, on va finir avec beaucoup moins de... Il y a eu trop de services de streaming et ça va un peu tout... Enfin, il y en aura beaucoup moins dans l'avenir, je pense. J'espère. Écoute, moi, j'espère de tout cœur. Ok. Ensuite, on va chez Sony. Alors, Sony Pictures a acheté les droits du nouveau film de Céline Song, donc qui va s'appeler Materialist. Donc, ce film, c'était avec Pedro Pascal. Enfin, on avait parlé du casting, qui était un gros casting, et donc ce serait un gros film, et voilà, donc ce serait chez Sony. Ouais, bah Sony qui a racheté les droits pour ce film là. Je pense que Céline Song, elle a pas mal monté avec Past Live. Après, comme on avait dit la dernière fois, faut voir parce que ça raconte encore un triangle amoureux apparemment. Oui, c'était ça, ouais. Est-ce que ça va être la même chose? Bon, voilà, là, elle a plus de budget, elle a plus de visibilité, mais bon, j'espère qu'elle va réussir à se renouveler, parce que moi, bon, Past Life, je suis pas fan, contrairement à Ista, donc à voir. Ouais, bah on verra, comme tu dis, c'est... Bon. En tout cas, c'est chez Sony. Et chez Sony, alors il y a une news très bizarre. Alors Sam Mendes, donc on connaît qui a fait Skyfall, il me semble, c'était lui. Hein. Oui, Skyfall, et qui avait fait celui d'après aussi, Spectre. Oui, Spectre, ouais, voilà. Après, il a fait American Beauty, 1917 aussi. Voilà, bon, un réalisateur que j'aime plutôt bien, moi. Il va réaliser 4 films, et chaque film sera basé sur un membre des Beatles. Et on aura le point de vue de chaque Beatles. Voilà. Donc il y aura le film sur John Lennon, le film sur Ringo Starr, sur voilà, George Harrison, etc. Il connaît tous les membres des Beatles. Non, il me manque un. Paul McCartney. Paul McCartney. Ah bah oui, merde, c'est plus célèbre. Et donc à la fin, il y a Nick Fury il va dire vous savez que vous n'êtes pas le seul Beatles dans ce monde. Non, pas du tout. C'est drôle. Ouais, ce serait marrant. Mais ouais, c'est très bizarre. Donc, et les 4 films sortiront en 2027, la même année. Donc, je sais pas comment ils vont les sortir, mais très bizarre hein, comme projet. Ouais, bah ils vont faire 4 films focus sur chacun des membres. Donc chaque point de vue va être différent, mais va se rejoindre, j'imagine, sur des points. Je sais pas s'ils vont tous les sortir en même temps ou est-ce qu'ils vont les sortir genre je sais pas combien de mois d'intervalle. Ouais. Après, le projet, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est la fausse bonne idée. C'est genre, tu revois le premier film, et après, tu vois un autre film, et tu te rends compte que bon, c'est un peu chiant. Et en fait, que ça... Bon, après, je sais pas, c'est un projet assez ambitieux, mais pour que chaque film soit différent et ses propres qualités, et qu'ils arrivent à faire un truc pas trop... un truc vraiment intéressant, je demande à voir. Après, c'est assez ambitieux. Après, Sam Mendes, moi, je pense pas que c'est un grand réal non plus, tu vois, Sam Mendes. Je pense qu'il a des... Ouais, il a fait des bons films, mais voilà, quoi, après, en plus, c'est un biopic, moi, ça me fait peur. Les biopics, ça me fait très peur, donc, pas épais, mais curieux quand même de voir ce qu'il va faire, parce que c'est très bizarre. Ça va être marrant de voir quel Beatles va faire le plus au box-office. J'imagine Paul McCartney et John Lennon, j'imagine. Ouais, logiquement, ouais. Ça, c'est les deux plus connus, hein. Bah, c'est les deux seuls que je connais le nom, donc. Ouais. Moi, je connais pas les deux. Bah, Ringo Starr, si je connais le nom. Je connais, ça va. Oui, mais c'est le batteur, donc il est au fond, lui. Voilà. Ensuite, chez Universal, on vous avait dit il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant que David Leitch avait quitté le projet Jurassic World. Et là, on a un autre réalisateur qui serait pour parler et même très sérieusement pour réaliser Jurassic World, le prochain film. C'est Gareth Edwards à qui on doit Rogue One, à qui on doit le dernier film qui a floppé de Creator, Godzilla, voilà. Et il sera pour parler pour faire Jurassic World. Alors Gareth Edwards, moi c'est un mec que j'aime bien en tant que réal surtout. Je pense que là pour le coup le film serait pas mal réalisé.
pour le coup. Mais après, bon, les scripts des films Jurassic World sont tellement à chier que je sais pas Après, s'il là, va réussir à sortir quelque chose. c'est pas le même scénariste que sur les derniers. D'accord, mais mais Non, mais c'est le j'ai quand même scénariste, très tu peur. sais, des 2 premiers Jurassic Park, je crois. Enfin, il a fait le 1, mais je sais plus Oui, s'il je a sais fait le qu'il a participé à l'écriture des premiers, mais après, je sais plus s'il est revenu sur d'autres, mais enfin bref. Moi, j'ai pas confiance dans cette saga, de toute façon. Je trouve que c'est une saga de merde, à part le premier, évidemment. Mais Gareth Edwards, oui, c'est mieux que rien, mais après, vu le temps qu'il va avoir pour travailler dessus et tout, je sais pas si le rendu va être si bien que ça, quoi. Bon. Et Gareth Edwards, il a peut-être aussi besoin de rentrer par la petite porte, vu que The Creator, ça a un peu floppé, donc je suis toujours pas hypé. Après, vaut mieux lui que de la merde, hein, que des réalisateurs que j'ai, des Yes Man à la Colin Trevorrow, mais je suis vraiment pas hypé. Hein. Ah, moi, ça commence un peu à me titiller. Mais c'est plus pour les effets spéciaux, je me dis. Parce que Gareth Edwards, tous ses films sont propres, quoi. C'est ça, surtout les effets spéciaux sont assez incroyables, hein, dans le Godzilla, que ce soit le Rogue One et tout. Il a toujours réussi à faire des trucs très propres, très jolis au niveau FX. Et rien que pour ça, bah, d'un côté, ça me donne envie de voir les dinosaures par Gareth Edwards. Bah, je suis un petit peu curieux quand même. Ouais, mais après, faut se dire aussi que c'est souvent parce qu'il était à l'initiative et que c'était des projets qui lui tenaient à cœur, hein, souvent. Hein. Oui, là, c'est fait un peu Là, il arrive dans un projet qui est déjà écrit et en plus, il tourne dans pas trop longtemps et tout. Je sais pas s'il va être aussi efficace, mais bon. Après, bon, ils ont le budget pour avoir des CGI bons et puis lui, s'il sait les gérer, ça devrait aller. Mais bon, voilà, je toujours pas hypé. On verra les trailers, peut-être il y aura un retournement de veste dans ce podcast. Ensuite, avant de parler d'une la semaine prochaine, Ista, Denis Villeneuve a des infos a des idées pour un autre film qu'il voudrait faire. Ce serait un film, une adaptation d'un livre de Arthur C. Clarke qui s'appelle Rendez-vous with Rama, qu'il décrit comme un arrival, donc un premier contact sous stéroïdes. Alors en fait, Arthur C. Clarke, voilà, très connu de la littérature, je sais plus s'il est anglais. Ou il est américain. Je crois qu'il est anglais. J'ai peur de dire une connerie. Peut-être anglais, ouais, je sais plus. En tout cas, C. Clarke, ça ressemble vraiment à un nom anglais. Mais oui, c'est celui qui a écrit 2001, 2010, l'Odyssée de l'espace. Donc c'est un mec, c'est un pionnier de la littérature SF. Voilà, il y a eu, je crois que c'est Les Enfants d'Icare aussi qui est assez connu chez lui. D'accord. Et donc là, s'il voudrait adapter un de ses romans de SF, donc ça veut dire que Denis Villeneuve se tourne encore vers la SF. Du coup après, oui. Après, il a d'autres projets aussi potentiellement de prévus, mais moi, un premier contact sous stéroïdes, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, honnêtement. Parce que premier contact, c'est dans la lignée des films de Denis Villeneuve, assez lent et tout. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par sous stéroïdes que ce sera pas lent. Ouais, ça veut dire que ce sera plus d'action, quoi. Enfin, moi, c'est ça que je vois, quoi. En tout cas, il me dit sous stéroïdes, ça veut dire plus d'action. Enfin, ça bouge plus. Je sais pas. Après, je sais pas de quoi ça parle exactement. Rendez-vous with Rama. Pareil, mais en tout cas, c'est un truc de SF, donc. Ouais. Donc voilà, mais après, Denis Villeneuve compte rester. En tout cas, la SF. Bon, je sais que c'est un de ces trucs qui kiffe beaucoup, hein, la SF, mais il compte pas la quitter de sitôt. Non, parce que s'il fait ça après Dune 2, il serait toujours dans la SF, effectivement. Et là, après, c'est pas dit qu'il ferait ça après Dune 2, parce que je crois qu'il a d'autres projets, mais c'est dans ses plans. Il y en a plusieurs, ouais. Mais je crois que celui-là, il est quand même bien avancé. Hein. Donc on verra. D'un autre côté, on a un autre réalisateur prolifique américain qui s'appelle Paul Thomas Anderson, un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, dont son prochain film serait chez Warner Bros. On en avait parlé avec Leonardo DiCaprio, du coup, en rôle titre, et le film serait greenlighté avec un budget de 115 millions de dollars, avec Leonardo DiCaprio, bien évidemment, qui engrangerait 20 millions, faut pas déconner, parce que voilà, c'est Leonardo DiCaprio. Mais un film à 115 millions, ça se fait plus trop. un film ça serait pas un budget moyen, mais c'est vrai que les... Barbie, c'était 100 millions. Aussi, il y en a eu pas mal, 100 millions. Wonka, Barbie... Barbie, c'était 150. Hein. Non, c'était 100... Non, c'était pas 120. Il me semble pas que c'était 150. Hein. Il me semble qu'on pensait que c'était 100 et que c'était 120, je crois, un truc comme ça. C'était 150 dans ma tête. Mais c'est vrai que Wonka avait fait à 125. Mais je parle pour un film qui, je pense... Après, c'est vrai qu'il avait dit que ce serait après, moi, ça me paraît gros pour Paul Thomas Anderson, en fait. Non, mais en fait, je me souviens qu'on avait eu les infos qu'il avait dit que ce serait le film le plus grand public, de Paul Thomas Anderson. Donc, en fait, oui, potentiellement, il y aura un côté blockbuster au film. Ah bah oui. Donc en fait non, mais en fait moi dans ma tête j'étais en mode putain, un film de Paul Thomas Anderson 115 millions, mais en fait s'il l'a vendu, parce que je pense que j'espère en tout cas que ça va rester un film de Paul Thomas, si tout va pas se faire bouffer, mais un film
de Paul Thomas Anderson à la Phantom Thread ou ce genre de truc à 115 millions, je pense qu'il l'aurait jamais financé son succès. Non, c'est pas ça. Ouais, je pense pas. Ça va essayer de toucher un plus large public, clairement. Après, il prend Leonardo DiCaprio, c'est pas pour rien aussi. Donc. Oui, clairement. En vrai, chez Warner Bros, avec Tom Cruise, donc alors, il y aurait eu un Age of Tomorrow 2 qui aurait été en discussion chez Warner, avec Tom Cruise. Donc voilà, moi j'avais bien aimé le premier, donc un 2, pourquoi pas. Je suis plutôt chaud pour un 2. J'aime bien l'univers et tout. Bon voilà, toi t'en penses quoi d'un Age of Tomorrow 2? T'es chaud? Pas du tout? Ah, moi j'adore le premier de Doug Liman, que j'aime beaucoup. Et ouais, moi je trouve que c'est un super film d'action, bien pensé, avec ce système de boucle temporelle qu'il avait super bien géré, le montage, et puis enfin c'était hyper fun. Emily Blunt aussi, super. Moi je trouve que c'était un des meilleurs films d'action SF de la dernière décennie. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ça. Et en plus c'était une adaptation de manga. Donc, oui, c'est ça. Ouais. C'était vraiment bien réussi. Et autre chose de plus surprenant, Tom Cruise veut retourner au film d'auteur. Voilà, il veut travailler plus avec les auteurs, il veut arrêter peut-être faire un peu moins de films d'action comme il faisait dernièrement, les Missions Impossibles, il y avait eu les Jack Reacher, Barry Seal, enfin, il y en a eu plein comme ça. Et là, il retournerait, comme il avait fait Magnolia avec Paul Thomas Anderson, ou enfin, il avait fait beaucoup de films comme ça avec des auteurs, il voudrait retourner à ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, après on avait parlé la semaine dernière, ça coïnciderait avec le fait que potentiellement il serait dans le prochain film de Tarantino aussi. Et ouais, merci Tom Cruise de revenir à autre chose. Après peut-être aussi il se rend compte qu'il va pas pouvoir faire des cascades toute sa vie non plus. Ouais, c'est ça, je pense. Peut-être qu'au bout d'un moment, va falloir se calmer. Mais ouais, moi je veux revoir le Tom Cruise qui travaillait avec des auteurs, quoi, parce que ça s'est terminé au milieu des années 2000, c'est toute cette histoire, quand il a pété un câble d'ailleurs. Et, ouais, c'est quand il y a eu la guerre des mondes. C'est ça, où il a après fait chez Oprah et chez Oprah Winfrey, il a sauté partout sur le canapé, quoi. Oui, parce que là, quand j'y pense, j'ai vraiment l'impression que La Guerre des Mondes, c'est le dernier film qu'il a fait avec un auteur, notamment avec Spielberg, quoi. Et qu'il n'y a rien eu après comme ça, quoi. C'est pendant la promo de La Guerre des Mondes qu'il a pété un câble. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. Ouais. Alors, il y a Warner Bros. Donc Warner Bros. Discovery. Qui pourra donner une offre pour acheter ou merger, fusionner avec un studio en avril de cette année. Et il y en a qui pensent que ça va arriver et que c'est pour ça que David Zaslav il est en train de signer des talents comme Tom Cruise, Margot Robbie et Paul Thomas Anderson. C'est pour gagner plus de sous avec le deal en gros et avoir des gros talents pour revendre, pour pouvoir fusionner avec d'autres ou revendre Warner, quoi. Ouais, après là c'était des rumeurs qui datent de quelques mois que Warner voudrait revendre ou merger ou voilà un truc comme ça et ouais ça je vois pourquoi David Zaslav il est en train de faire ça, quoi, pour être attractif, quoi. Mais avec qui pourrait merger Warner Bros, parce qu'en vrai acheter Warner Bros je sais pas. Et Universal, je crois que c'était les rumeurs, c'était avec Universal. C'est qu'Universal, mais putain, ce serait un truc de fou. Que Universal et Warner merge, ce serait, il deviendrait une puissance de fou, clairement. Mais après, peut-être qu'Universal peut racheter Warner, mais je sais pas, puisque oui, Comcast, ils sont blindés de fric. Mais ouais, du coup, les studios se réuniraient sous une bannière, voilà. Bon, moi, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je sais que Warner, de toute façon, là, ils sont dans la merde financièrement, donc ils essayent de se sauver comme ils peuvent. Ouais, moi, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que le problème... Par exemple, là, on voit avec Disney qui a acheté la Fox, il y a quand même beaucoup moins de films de la Fox qui sortent, parce que tout est sur le planning Disney, et là, s'ils rachètent, il y aura moins de films de Warner. Enfin, je sais pas. Si après, il y a plus que 2 gros studios, je sais pas si c'est une bonne idée non plus, quoi. Mais attends, il en reste encore, hein. Il y en avait 6 en gros, et puis là il en reste 5. Là il en restera 4, quoi. Oui, après moi ça me dérange pas qu'il y ait moins de films. Au moins c'est peut-être ils se concentreront mieux et on aura moins de sorties horribles. Ouais. Et peut-être ils se concentreront sur. Ouais, je sais pas qu'après il y a un monopole, quoi. C'est pas, je sais pas si c'est une bonne chose, quoi. Oui et non, parce qu'en fait il y a des règles aux États-Unis au fait qu'un studio peut pas sortir. Peut pas avoir peut pas avoir un certain monopole de marché. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils produisent pas autant, hein. Par exemple Disney, même quand ils ont la Fox, ils produisent pas à l'appel parce qu'ils peuvent pas. Et de toute façon, je crois qu'il y a
des taxes aussi, hein, plein de trucs comme ça. De toute façon, c'est assez compliqué. Mais de toute façon, ça veut dire que d'autres films vont émerger dans le cinéma hollywoodien. Et puis de toute façon, t'as d'autres studios qui arrivent. Par exemple, à 24, ils commencent à faire des films gros budget. Donc, tu vois, c'est pas forcément négatif pour moi. D'accord, ok. Bon, vu comme ça, pourquoi pas. Tu m'as fait changer d'avis en 2 secondes, t'as vu? Je sais pas. Rien n'est fait pour l'instant. Et puis c'est pas parce que Disney a racheté la Fox que... Bon, bref. c'est un autre sujet. Bon, parle-nous de ce qui se passe avec Bong Joon-ho. Alors, Bong Joon-ho, son prochain film, Mickey 17, avec Robert Pattinson, devait sortir cette année. Au début, il devait sortir au début d'année, puis après, il a été décalé indéfiniment. Et là, il a une nouvelle date de sortie. On en avait parlé dans les attentes. J'avais dit qu'on l'attendait. C'est vrai. Et on l'attend plus pour cette année, puisqu'il sort le 31 janvier 2025, donc dans un an. Ouais. Et le film qui a 150 millions de budget de production, qui est chez Warner. Et Warner Bros serait pas très confiant par rapport au film, et c'est pour ça qu'ils l'ont apparemment décalé. C'est vrai qu'ils ont mis 150 millions sur un film fait par un Coréen. Mais après, Bong Joon-ho, il avait tout cassé avec Parasite. Donc c'est pour ça, je m'en souviens. Donc c'est pour ça. Après, le casting, Robert Pattinson, il peut peut-être amener du monde. Après, il faut voir, c'est une proposition de SF. On sait que la SF, c'est pas forcément... les succès est pas forcément garanti. 150 millions, c'est quand même un gros budget. Moi, je pense que j'irai le voir. Je suis hypé par le projet, moi. Donc voilà. Après, c'est sûr que les trucs de SF, c'est jamais acquis en général aussi. Surtout les nouvelles... soit des nouvelles franchises, mais là, je pense pas qu'ils le pensent comme une franchise, mais en tout cas, un film de SF comme ça... sans franchise, sans quoi, ça fait peur au studio en général. C'est vrai que souvent ça marche pas beaucoup. The Creator, qui est le dernier exemple qui a pas marché. Donc je peux comprendre. Après, qui disent qu'ils sont pas trop confiants, je sais pas, on verra. C'est un nouveau Bong Joon-ho, ça sera forcément bien. Ouais. Mais après, se rentabiliser et tout, ça va être compliqué. Mais après, s'il sort en janvier 2025, il pourrait peut-être aller aux Oscars, non? Oui. Ouais. Donc, attends. Ça aussi. Non, mais parce que de toute façon, ils peuvent recevoir des copies avant. Oscar, il faut voir s'il le passe en festival, etc. Je crois. C'est surtout ça le truc. Parce qu'il y a un truc avec Ian Enclos, comme quoi il n'a pas pu. Il pouvait pas concourir aux Oscars par rapport aux dates ou je sais pas quoi. Mais en fait, tu peux, par exemple, les films qui sortent même tard, tu peux les souscrire aux Oscars quand même. Ah ouais. Tu vois, par exemple, si un film sort en, 31 janvier, les présélections seront déjà faites. Mais tu peux soumettre aux Oscars une copie de Mickey 17 pour qu'ils concourissent quand même, tu vois. D'accord, ok. Donc après, c'est à Warner Bros. S'ils sentent de le faire concourir ou pas, quoi. Oui, c'est leur décision. Alors là, on va parler de Joker 2, donc Joker Folia 2. Alors, Todd Phillips a dit que le premier teaser sortira donc mi-avril. On est en février, dans 2 mois. Donc dans 2 mois, on devrait avoir le premier trailer, voilà. Alors, il y a Laurent Cher qui a dit que, parce que voilà, on a dit nous-mêmes que c'était un musical, et lui il dit que non, ce n'est pas un musical, il dit il y a de la musique dedans. La musique est une partie du film, et une partie des personnages, mais ce n'est pas un musical. Après c'était des rumeurs, tu sais, mais après, c'est comme en plus en ce moment, les comédies musicales, ils sont pas marketées comme des comédies musicales, parce qu'ils ont peur que ça fasse pas vendre. On pouvait se poser la question, mais apparemment, ce serait en fait que la musique est une grosse place dans le film, et en fait, comme le premier, en fait, au final, la musique aussi avait une grande place, mais que ce serait pas forcément un musical, donc peut-être on aurait une scène ou deux de comédie musicale ou un truc un peu fantasmé, mais que ce serait pas entièrement un truc musical, et moi ça me va parce que j'aime pas les musicals. Voilà. Ouais, mais après, je sais pas, c'est bizarre parce que genre les premières images qu'ils avaient montrées, c'était genre le Joker avec il y avait plein de parapluies derrière pour faire un peu référence au parapluie de Cherbourg, qui est une comédie musicale, il me semble. Donc, après c'est peut-être une stratégie pour cacher encore le fait que ce soit une comédie musicale, mais ça me paraît... moi je pense. Mais en fait, ça me paraîtrait bizarre que le mec mente comme ça, quoi. Dinguerie, tu vois. Mais après, c'est peut-être juste il y a quelques séquences fantasmées dans le film, mais que c'est soit pas la majorité du film soit pas un musical, quoi. Oui, en fait comme dans le 1, comme quand il s'imagine en humoriste, quoi, en stand-up, truc comme ça. Voilà, je sais pas. C'est peut-être un truc comme ça où il va partir dans des danses ou des trucs avec Lady Gaga. Ouais, je pense à quelque chose du genre. Et on a appris aussi que Joker, donc Folia 2, il a un budget de 200 millions. Alors ça, je suis un peu surpris. Le premier film, il a coûté seulement 60 millions. Et donc Joaquin Phoenix, lui, il gagnerait 20 millions sur ce film-là, et Lady Gaga 12 millions pour jouer Harley Quinn. 200 millions, c'est beaucoup quand même.
Ouais, bah après ça me surprend pas. Je veux dire, je crois que avant c'était des rapports à 150 millions plutôt que 200. Bon là, 200 millions. Bah le premier il a rapporté 1 milliard. Voilà, ça m'étonne pas du tout. Après vont faire un truc peut-être plus grand, voilà. Et puis Lady Gaga, Joaquin Phoenix, là, ils ont pété le score au niveau de leur paycheck et tout ça. Donc ouais, moi Oui, ça ils prennent m'étonne 30 pas du tout, millions, quoi. donc oui, t'arrives à 170. Mais, Bah après pour Joker 2, je pense qu'ils veulent le milliard aussi. Donc bon, 200 millions, ça m'étonne pas du tout pour moi. oui, s'ils arrivent à avoir le milliard. Le problème, c'est que comme on est dans le. Voilà, où les films comme ça en ce moment, ça a peu de mal. Bon, je sais pas si c'est un bon move, quoi, mais c'est comme on disait. Après, c'est 200 millions. Hein. C'est les films souvent qui dépassaient les 200 millions qui avaient des problèmes. Hein. Ouais, c'est quand c'était 200 250, ouais. Avant le Covid, 200 millions, c'était bah ouais, c'était normal. Hein. C'était ça. C'était entre 150 et 200 millions tous les films Marvel ou les trucs comme ça. Et après le Covid, ça a pété. Enfin voilà, je crois que de Marvel, il a coûté plus de 200 millions. C'était Oui, quel autre film Fast X, le Fast Flash. X aussi, de Flash, Mission Impossible, ils ont tous pété les scores. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été trop rentables aussi d'ailleurs. Mais... Ok. Bah, après, s'ils en font le milliard, 200 millions, c'est bon, hein, ça sera assez rentable. Donc, ouais. À voir. Ensuite, on a appris, alors c'est chez Vanity Fair qui nous apprennent que Barry Keoghan va reprendre son rôle de Joker dans The Batman partie 2. Bah, écoute, moi j'espère que c'est pas le méchant principal. Bah, c'est pas ce que les rumeurs sur le script disaient de toute façon. Ouais. Après, ça aurait été bizarre qu'il revienne pas vu quand même qu'il a une apparition quand même dans le premier, quoi. Enfin, je veux dire, bah oui, il y a un oui, truc. oui. Mais moi, je suis chaud qu'il reprenne son rôle comme ça de mec qui est de Batman derrière les barreaux et tout. Moi, je trouve que Oui. ça peut être une interaction vraiment Un peu à la sympathique. Tu vois. Hannibal Lecter, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais, exactement. Donc ça peut être vachement sympa ça. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Je veux pas que ce soit le méchant principal ou quoi. Ouais. Même s'il tease pour moi quelque chose à la fin de Batman, le premier, qui je pense va avoir un climax, peut-être pas dans le 2, mais peut-être dans le 3 ou dans une suite, clairement pour moi. Oui, peut-être ce sera le méchant final de la trilogie ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que je rappelle que dans le 1, il se sympathise en gros à la fin avec le Riddler, quoi. Et donc bon, il y a moyen qu'il s'allie ou qu'il y ait un truc dans les futurs Batman, quoi. Mais moi, je trouve le choix de Barry Keoghan est génial. Hein. Dans le rôle du Joker, ça lui va super bien. Mais j'aime pas son maquillage, par contre. J'aime pas du tout son look. J'espère que qu'ils feront autre chose. Enfin, je sais pas. J'espère qu'ils vont réussir à faire un truc peu. Je sais pas, j'aimais pas, moi. Mais voilà. Ouais, moi, il me dérangeait pas son look de Joker dégueulasse, plus que dégueulasse. Là, ouais, moi, c'est trop dégueulasse. Je suis pas fan. On dirait un peu un Heath Ledger, mais en plus défoncé, quoi. C'est ça, ouais. Mais après, je l'ai trop peu vu pour dire quelque chose sur lui, quoi. Oui, pareil. Non, mais je suis d'accord. Mais après, il y avait toute une scène coupée là qui était dans les bonus du Blu-ray. Oui, mais elle rajoute pas grand-chose. Hein. Non, elle rajoute pas grand-chose. Et ensuite, alors on a eu ça c'est arrivé sur Twitter, notamment c'est sur Yuki Demers, donc qui a travaillé sur Across the Spider-Verse et qui a fait un tweet pour dire que voilà, il a balancé des concept art et c'est des concept art pour un film d'animation Batman Beyond, voilà, il a présenté ça à Warner avec Patrick Harbin et voilà, ils ont pitché ça. Warner leur a dit direct, non mais il n'y a pas moyen qu'on fasse un film Batman Beyond. En fait, ils les ont laissé pitcher le truc et tout. Ils disent qu'ils ont tellement adoré ce qu'ils ont pitché, tout ça, que ça s'est fini en peut-être un jour. Ouais, bah du coup, ouais, peut-être qu'ils ont, je sais pas, vu peut-être aussi le succès des derniers films d'animation. À la style Spider-Verse, peut-être que ça l'a fait tourner un peu de l'œil certains exécutifs, tu vois. Après, moi, j'ai vu les concept art, ça fait très Spider-Verse, pour le coup. C'est fait par le... Oui, voilà. Et je trouve que ça fait très Spider-Verse, et ouais, ça donne envie. Hein. Enfin, moi, surtout que c'est un truc qui est pas beaucoup adapté, Batman Beyond, depuis la série animée. En plus, c'est un autre Batman, pour le coup, c'est pas Bruce Wayne. Terry voilà, Crews. ça peut être. Non, pas Terry Crews, Terry. Terry Crews. Terry Crews, c'est Terry Crews en Batman, je pense que tu le reconnais. Hein. Mais c'est Terry là. Voilà. Et ouais, moi je suis chaud pour. En plus, avec l'animation, je pense que tu peux faire un truc un peu
Ouais. un peu spécial, surtout avec un monde un peu futuriste et tout ça, ça peut faire des... Oui, bah c'est Franchement, ça complètement peut être très joli, cyberpunk, quoi. hein, l'univers de Oui, Batman. oui, ça peut être très joli, je pense, Mm. en animation, quoi, plus qu'en cinéma live d'ailleurs, je pense. Et d'ailleurs, il disait dans son tweet partager et tout pour qu'on voit, pour qu'on passe un message à Warner. Et effectivement, il y a eu énormément de likes sur le post, notamment aussi sur le post de Discussing Film qui a repris aussi la news. Et enfin, c'est assez fou ce qu'il y a eu comme, comment on dit ça, interaction avec les posts et tout. Donc peut-être ça va faire réfléchir. Hein, je pense notamment à Deadpool, le film Deadpool qui a été fait parce que voilà, tout le monde en a parlé de ce fameux screen test là qui était sorti sur YouTube. Ouais. Donc ça peut arriver quoi. Ouais, bah après, faut voir si les gens sont engagés dedans, mais oui, moi je pense que ça peut clairement marcher, hein, ce Batman Beyond. Franchement, ça peut. En plus, ça peut montrer un autre Batman que les gens connaissent pas, parce qu'il y a pas. Ouais. Batman, c'est pas un mec qui a beaucoup d'itérations, tu vois, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de versions de Batman Bruce Wayne, tu vois, mais il y a pas beaucoup d'autres Batman que Bruce Wayne, tu vois. En tout cas, surtout connu, tu vois. Ouais, mais au final, ça fait un peu comme Miles Morales, quoi, avec Peter Parker. C'est un peu le même Ouais, voilà. de truc. Ouais, mais après, tu vois, il y a eu Ben Reilly, il y a des trucs. Ouais. Tu vois, il y a eu d'autres trucs, alors que Batman, il est vraiment identifié Bruce Wayne, tu vois. Il y en a pas. Tu vois, c'est un des rares où c'est très peu. Bah, même Superman aussi, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est très peu identifié autre chose que Clark Kent. Donc. Même s'il y a un nouveau Superman, là, il y a Jonathan Kent qui est devenu Superman. Là. Oui, voilà. Maintenant, ça change un peu, mais ils sont très identifiés avec leur alter ego, quoi. Ah, complètement, ouais. Enfin bref, je suis hypé. Pareil, on espère que ça va arriver. Ensuite, on va chez Disney, on parlait de Star Wars. On a notamment des news pour le film The Mandalorian et Grogu. Donc alors, le film, il commencerait son tournage de juin 2024 et il finirait en octobre 2024. Le budget serait moins qu'une saison de Mandalorian. Donc la saison 1 de Mandalorian, c'est 120 millions. Donc le budget du film serait de moins de 120 millions. La saison 4, on ne sait pas ce qu'il en est et pour l'instant en fait ils s'en foutent, ils sont sur le film et ils font le film, donc pour l'instant pas de saison 4 et le film sortirait pour mai 2026, mais c'est pas sûr à 100%, mais normalement ce serait pour mai 2026, donc il y aurait un bon moment pour de la post-prod, il y aurait pratiquement 2 ans, enfin un an et demi au moins quoi. Ouais, bah écoute, bah ils prennent moins de risques, je pense, que de balancer des 200 millions de patates sur un film qui est en plus tiré d'une série, donc là ils savent pas si ça va vraiment marcher. Moi c'est clairement un test pour moi ça. Donc bon, je pense qu'il va coûter aux environs de 100 millions. Après c'est un beau budget quand même pour Mandalorian parce que bon, une saison de Mandalorian c'est quand même 120 millions. Ouais, c'est quand même fou, hein. insane, mais en film 120 millions c'est quand même, enfin tu vois, tu peux quand même faire un gros film, et même Mandalorian, voilà, sur 2 heures tu peux quand même faire un gros truc, tu peux quand même t'amuser, quoi. Bah regarde The Creator, ça fait 80 millions et voilà. Hein. Oui, bah après, oui, bien sûr, tu vois. Après Mandalorian, je pense qu'il y a moins de, tu vois, j'ai des gros films Star Wars, c'est souvent des grosses batailles et tout. Mandalorian, ce serait un truc peut-être plus resserré aussi, donc t'as peut-être pas besoin de 50 000 sabres laser, tu vois, qui se tabassent, tu vois. Mais ouais, ils peuvent faire un truc pas mal. Après, moi, je suis pas hypé du tout, comme j'ai dit, donc voilà. Ouais, moi je suis un petit peu hypé. Voilà, j'aime bien le duo, donc je suis trop content de les revoir, quoi. Bon, pas chez Marvel. Ouais, bah chez Marvel, on va même aller chez Sony, donc voilà. Ah non. Alors Sony Marvel, la Writers Room pour la série Silk qui a été annoncée il y a longtemps, puis elle a été reprise, puis c'était tout un cycle. Et bah elle a été recommencée de nouveau. Et oui, parce que chez Sony c'est la fête. Elle a été complètement scrapped, comme on dit, donc recommencée, mais sauf le showrunner, la showrunneuse, pardon. Quoi ? Là, je dis tout le monde a été viré, quoi. Ouais, sauf la showrunneuse Angela Kang. Et alors, les dernières infos de Sony qui nous donnent, c'est que le show, apparemment, va être restructuré créativement et que ça se focuserait plus pour une audience plutôt masculin. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais moi, ça me fait très flipper, ce genre de relation. Parce que je pense que c'est après le succès évidemment grandissant de Madame Web qu'il restructure un peu tout ça, parce que apparemment ça n'a rien à voir là. Mais non, mais je sais pas, tu vois, mais apparemment les gens disent ça. Mais bon, que en gros ils voudraient, enfin ça veut dire quoi qu'une audience masculine, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Ça veut dire qu'ils vont sexualiser à mort le personnage de Silk. Bah c'est ce que je me dis, tu vois, je dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là, que
Parce que c'est trop bizarre genre, c'est quoi leur critère de audience masculine? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Parce que Silk, c'est un personnage féminin, évidemment, hein. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est une info de merde, quoi. Et surtout, ça a aucun indicateur de qualité possible, quoi, ce qu'ils viennent dire. Donc, ça fait même plutôt peur que ça donne envie, quoi. Bah ouais, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, ça? Enfin, bref, c'est des déclarations bizarres. Ouais. Et le projet Silk, en fait, à la base, c'était un film. Donc, en fait, ça a été annoncé, je crois, il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Donc c'est un truc qui après ils refont, voilà, ils ont fait une refonte en série et tout, et pour l'instant à chaque fois il y a des problèmes, donc au final je sais pas si ça va arriver un jour, et ça m'étonne pas qu'un jour il l'abandonne, hein. Ouais, bah moi j'ai de moins en moins envie de l'avoir vu les dernières déclarations. Ouais, pareil. Enfin, franchement, faut vraiment que Sony il commence un peu à réfléchir à ce qu'ils font, parce que là c'est catastrophique. Ah oui, on va en parler, t'inquiète. Ensuite, bah, on a la série Spider-Man Noir en live action qui arrive, et apparemment Nicolas Cage serait en passe de reprendre son rôle, parce que c'était le voice actor de Spider-Man Noir dans les Into the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, parce qu'il va sûrement revenir. Ouais. Et ouais, bah, ça va donner un truc un peu spécial, après, un vieux Spider-Man Noir. Parce qu'en fait, c'est même pas reprendre son rôle, c'est une série tout à fait différente. C'est pas du tout lié au Spider-Verse, hein. Non, pas du tout, mais en gros, il reprend le rôle de Spider-Man Noir, mais dans un autre univers. C'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, mais c'est bizarre, parce que oui, Nicolas Cage, il est pas jeune, quoi. Après, ils peuvent faire un vieux Spider-Man, tu vois, ça peut être sympa, un vieux Spider-Man détective, complètement désabusé et tout. Ça peut être drôle. Ouais, pourquoi pas, ouais, à voir. Le ton et tout peut m'intéresser. Enfin, Spider-Man Noir, je trouve ça cool. Le côté noir, détective, tout ça, années 30, 40, je sais plus. Mais ouais, je demande à voir. Mais je vois mal faire des acrobaties, quoi, en tout cas. C'est surtout ça, quoi. Après, on le fera, c'est bien. Bah, après, avec le masque, s'il a le masque, ou un truc comme ça, tu peux faire n'importe qui, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a Madame Web, on a des infos, parce que Madame Web, le budget a été révélé. On pensait que c'était moins de 100 millions, mais en fait, non, c'est de 100 millions le budget. Et que le flop qui arrive pour Madame Web, parce qu'il est en train d'arriver, en fait, va un peu changer les plans de Sony. Il était temps, changer les plans de Sony pour leur film de super-héros, et que apparemment ils voudraient, on serait dans une sorte de transition pour les films de super-héros chez Sony, enfin même pas que chez Sony, d'ailleurs Marvel aussi a. En fait, c'est les seuls qui restaient à avoir ce côté-là où il leur faut un gros flop, tu vois, ils commencent à se remettre en je sais plus le mot, mais je voulais réfléchir. Ouais. Ça leur fait revoir leur plan, et que en fait, le prochain film, en tout cas Kraven, serait déterminant pour aussi dans cette restructuration, parce que si c'est un flop, ils vont restructurer, et si c'est un hit, ils vont restructurer. Bon, je pense que ça va pas être un hit de fou, hein, au box-office, mais on verra bien. Mais en gros, voilà, ils sont en pleine restructuration aussi, Sony, donc c'est au moins bon à savoir quand même, parce que bon, fallait se remettre en question, quoi. Ouais, là ils disaient dans l'article, ils ont même vu les tickets de Madame Web, il y a des gens qui se demandaient de se faire rembourser avant la première. Donc ils voyaient en direct les gens se faire rembourser, tout ça. C'est chaud. C'est le plus gros flop, je crois, depuis les 4 Fantastiques de 2015. Niveau critique, c'est catastrophique. Niveau box-office, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Et donc, chez Sony, là, en interne, ça va pas trop. Ils sont un peu moroses, là, en ce moment. Donc, on attend de voir. Mais moi, je suis content parce que c'est un peu de la merde. Donc, j'aimerais bien que ça s'arrête. Donc, voilà. J'espère que Kraven, ça va se péter la gueule. C'est ça, à mon avis. Au moins c'est clair, en tout cas. En finissant chez Sony, on a des infos de Amy Pascal qui a des exigences apparemment. Ouais, en fait, Amy Pascal, alors on avait appris qu'il y aurait un film Miles Morales en live action chez Sony, mais Amy Pascal voudrait que Kevin Feige soit impliqué dans le film. Alors moi, je me dis que ça veut peut-être dire qu'ils vont mettre Miles Morales dans le MCU si elle veut Kevin Feige. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, ça me semble être le choix logique, hein, que eux-mêmes fassent pas leur Miles Morales, et que après le Spider-Man de Tom Holland, si ça continue, potentiellement, j'allais dire si ça continue, mais s'ils contribuent l'univers, rebooter avec un Miles Morales plutôt qu'un Peter Parker. Ouais. Peut-être ça va être le plan. Voilà, moi je vois le truc comme ça, moi en tout cas. Ouais, pareil. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, là où je suis moins content, c'est Spider-Man 4. Alors, Spider-Man 4, donc il serait... De Sam Raimi. Non, pas de Sam Raimi. Il est mort, hein, ça fait longtemps. Hein.
Le Spider-Man 4, donc, qui serait voilà, celui qui vient après No Way Home. Donc, il serait actuellement en train d'être écrit. Le plan serait de le sortir avant Avengers 5, donc il s'appelle plus The Kang Dynasty, donc avant Avengers 5. Mais le truc, c'est que Tom Rothman, donc lui c'est le président de Sony Pictures, il voudrait le retour de John Watts pour réaliser ce Spider-Man 4, alors que Kevin Feige, lui, voudrait plutôt prendre un nouveau réalisateur pour le projet. Voilà, donc Sony fait n'importe quoi. Ouais, bah après Sony, ils en ont rien à foutre. Je pense, Tom Rothman, je pense qu'il a vu le box-office de No Way Home et donc il se dit, John Watts c'est à Montréal, je vais le reprendre à toi, 2 milliards. Et d'ailleurs, même on avait eu des plans que comme quoi il voudrait faire revenir Tobey et Andrew Garfield, alors que Marvel Studios voudrait aller dans d'autres directions. Ça m'étonne pas que Sony veuille ça, vu l'argent qu'ils se sont fait avec les autres, mais là ça va être un bras de fer avec Kevin Feige et je sais pas lequel des deux va ressortir gagnant de ce bras de fer là, mais Sony ils ont les droits de Spider-Man, donc bon, ça va être chaud c'est ça le problème, mais ça va être chaud pour avoir tout ce que, même si je pense que Kevin Feige peut peut-être réussir à ne pas avoir John Watts, je pense que bon. Parce que encore les réalisateurs, bon, je pense qu'ils en ont rien à foutre Sony, que ce soit John Watts ou il veut John Watts parce que je pense qu'il a réalisé 2 milliards, mais ça le tient pas à cœur. Mais alors le coup de refaire revenir Andrew Garfield et Tobey Maguire, ça je pense que potentiellement il va peut-être pas lâcher l'idée. Hein. Ouais, je sais pas. Et pourtant, tu fais un film Spider-Man Daredevil, je suis sûr que ça fait un carton. Hein. Ouais, mais est-ce que ça fait 2 milliards? Ouais, les mecs, je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, t'as vu. Ah non, je pense pas, non. Ah, moi, je pense que si. Hein. Parce que Daredevil, mais Daredevil, il est aimé de ouf, mais il est pas aussi aimé que Andrew Garfield et Tobey Maguire en Spider-Man. Je sais pas. Pour moi, j'y crois pas. Enfin, avec ce qu'ils ont fait en termes de fan service et tout, ils peuvent pas le battre, je pense. C'est en termes de Spider-Man fan, c'est impossible. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Daredevil, hein, mais de battre la hype et le truc de No Way Home, c'est... désolé Daredevil, mais il est pas aussi populaire, hein. C'est pas possible. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Mais bon. Oh non mais faut être honnête. Je suis honnête. Et là t'avais le bouffon vert Willem Dafoe, Octavius, et Tobey Maguire, Andrew Garfield. Attends, t'as le Daredevil et Cade, mais si, ils sont kiffés, arrête. Ah non mais je dis pas qu'ils sont pas populaires, ils sont populaires, mais ils ont pas la popularité de... Enfin Spider-Man, voilà, c'est quand même le héros le plus populaire de chez Marvel. Alors 3 itérations de Spider-Man. Ouais, mais Daredevil, c'est aussi un des personnages les plus connus de... Non mais il est pas au niveau de Spider-Man non plus. Évidemment qu'il est très aimé, mais il est pas... Pour moi, il joue pas dans la cour des plus populaires. Enfin voilà, pour moi Spider-Man, même sans parler juste de Marvel, hein, c'est top 3 de super-héros les plus adorés. Donc... Oui. Non mais oui. Ouais, après je sais pas si, mais moi je pense que ça peut faire le milliard largement, Daredevil Spider-Man. Hein. Peut-être pas 2, mais peut-être, 1 sûr. De toute façon, Far From Home avait fait le milliard alors que il y avait moins de... il y avait pas moins de fanservice ou trucs comme ça, donc potentiellement oui, il peut faire le milliard. Ouais, non mais bon, moi j'espère que Kevin Feige va gagner le combat. Mais bon, c'est vrai que... Ou alors ils vont trouver un truc, un équilibre entre les deux, je sais pas. Mais, ouais, voilà, faut faire venir Venom et Morbius... Ah mais c'est ça, il paraît que oui il y a une rumeur comme quoi Kraven arriverait peut-être les faire arriver dans et Venom, il voudrait les faire arriver dans l'MCU. J'ai entendu un truc comme ça. D'un côté, moi je trouve que Sony il devrait peut-être laisser le live action à Marvel Studios, qui fasse des films d'animation et qui fasse des coproductions avec oui Marvel. Mais moi je veux juste cet univers ne vienne pas dans l'MCU quoi. Enfin c'est bon, il y a déjà des problèmes dans l'MCU comme ça. Moi je pense qu'il faudrait recast quoi. Qu'ils fassent, tu vois, comme ils ont les droits Sony, qu'ils fassent un Venom et tout, mais avec un autre acteur, tu vois, rien à voir, mais oui. Après c'est je pense vers ça qu'ils se sont dirigés, la post-générique de No Way Home, il retourne dans son univers Ouais, ils peuvent faire ça, mais pour l'instant ils peuvent pas le faire, je pense. Faut avoir un accord avec Sony, je suppose, pour le faire. J'imagine. Enfin bref, on verra. Je pense que de toute façon, qu'on vous annoncera le réalisateur qui est sur Spider-Man 4, quand ça va être annoncé officiellement, on saura ce qu'il en est, quoi. Qui a gagné le bras de fer. Ensuite, on va parler des 4 Fantastiques, donc un des films les plus attendus de l'année prochaine. Donc le méchant principal, donc ce serait Galactus, donc qui serait joué par Javier Bardem. Et ensuite, il chercherait aussi un acteur pour jouer le Surfeur d'argent. Donc en gros, c'est un peu comme le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Voilà, il y avait les Galactus et le Surfeur d'argent. Enfin, Galactus c'était un nuage, mais bon, il était dedans. Marvel Studios aussi chercherait à caster 2 autres vilains en plus.
à côté de Galactus. Alors, je sais pas qui. Peut-être des géants, peut-être des célestes, des trucs comme ça, je sais pas. Mais c'est pas les serviteurs de Galactus, il y en a pas plusieurs Ouais, les héros de Galactus, ouais, je crois qu'ils sont 4. Je sais plus, mais oui, il y en a plusieurs, ouais. Peut-être c'est ça. Hein. Alors, il voudrait aussi caster un comédien pour le personnage de Herbie, Herbie, avec des points, qui est le petit robot qu'on voit sur le visuel qu'on a eu là, avec le casting. Alors, on a appris là aussi que Eric Persson, donc, qui a travaillé sur Thor Ragnarok et Black Widow, il est en train de polish le script de Fantastic Four. Donc, il est en train de le retravailler un petit peu. Le film va commencer son tournage cet été. Dans l'article qui est sorti aujourd'hui chez The Hollywood Reporter, ça dit que les espoirs sont très hauts chez Marvel Studios avec ce film, parce qu'ils cherchent toujours, on en avait parlé une fois, des personnages qui pourraient un peu remplacer Robert Downey Jr. et Chris Evans, et il y aurait potentiellement les Fantastic Four, ça avec Reed Richards et Susan Storm, voilà, quoi. Ce genre de personnage qui pourrait être très populaire. Ouais, écoute, à voir. De toute façon, oui, les 4 Fantastiques, c'est peut-être ils ont peut-être le potentiel pour être les top leads, quoi. Je pense du MCU avec peut-être Doctor Strange ou quoi. Et Spider-Man, évidemment. mais ouais, moi, je sais pas les infos. Javier Bardem en Galactus, je suis chaud. Moi, j'aime bien Javier Bardem. Après, Javier Bardem en géant, je sais pas, ça va être drôle. Pour le coup. Ce sera une motion capture, je pense. Oui, sans déconner, faire des trucs CGI ou quoi, c'est impossible sinon. Mais c'est pas étonnant, parce que Javier Bardem, il était en Pirates des Caraïbes, il était en La Petite Sirène, il a fait plein de trucs avec Disney, donc c'est pas étonnant. Oui, il les aime bien, je pense qu'ils s'entendent bien ensemble. Le mec qui a fait Thor Ragnarok et Black Widow, qui est en train de soi-disant policher le script, cette info, elle me fait pas plaisir, mais écoute, après... Moi, je l'aime bien, Thor Ragnarok. Ah, c'est Ragnarok, putain, j'ai lu Love and Thunder. Non, c'est mais bon, le script, après, c'est un autre problème. Ragnarok, c'est pas ça, mais enfin, bref. Et ouais, je pense que là, ils misent gros, très gros sur le film, et je pense que si le film, que ce soit un hit ou un flop, ça va changer le MCU, je pense, foncièrement. Parce que je pense que si le film est un flop, c'est potentiellement la fin du MCU tel qu'on le connaît, je pense. Et si c'est un hit, il va repartir, mais ouais, je pense que là, c'est le gros pari, je pense. Parce que s'il flop, ça va être compliqué après, je pense. Après, il y a une grosse hype derrière le film, il y a beaucoup de gens qui l'attendent, donc je sais pas s'il va flopper. En tout cas, il est bien parti pour marcher, après on verra, quoi. On verra. Ensuite, alors, on a appris pour Thunderbolt que Joanna Callow, qui est scénariste et productrice, et notamment sur Beef, et aussi showrunner sur The Bear, et qui a travaillé aussi sur BoJack Horseman, donc elle a un beau CV. Là, elle a été recrutée pour, pareil, un peu polish le script, voilà, elle va retravailler un peu le script du film Thunderbolt. Thunderbolt, alors la première version du script, si j'ai bien compris, elle était centrée sur des méchants et les anti-héros qui allaient dans une mission et qui devaient mourir à la fin du film. Voilà. Comme, ça me rappelle quelque chose. Je sais pas si tu vois Rogue One ? Non. Rogue One ou Suicide Squad ? Suicide Squad, ouais. Attends, des mecs qui sont partis en mission suicide. It's some kind of Suicide Squad, hein. Rogue One, ça marche aussi, mais Suicide Squad. Oui, mais je veux dire, Rogue One, bon, je veux dire, le contexte super-héroïque, quand même, il fait que je le rapproche quand même beaucoup de Suicide Squad, quoi. Oui, mais là... Et puis en vrai, il n'y a pas forcément vraiment que des anti-héros, il y a un truc de résistance aussi dans Rogue One. Là, c'est vraiment juste des méchants, quoi, qui sont amenés, quoi. Bon, moi, je suis pas hypé de fou, mais bon. Moi, je suis un peu hypé parce qu'en fait, l'équipe créatrice derrière, elle est super. Enfin, les gens qui ont bossé sur The Beef, The Beer et tout, c'est tous les trucs qui ont gagné les Emmy, là, les Golden Globes et tout. Donc, quand même, l'équipe derrière, elle est quand même chouette, quoi. Donc, moi, je suis un peu curieux. Hein. Et donc, le film va commencer son tournage le 20 mars pour une sortie le 2 mai. On a notamment vu déjà une vidéo de Florence Pugh qui arrive à Atlanta parce qu'ils vont tourner le film à Atlanta. Donc, ça va plus tarder, quoi. Ouais, je suis pas hypé, moi, par cette la team des méchants losers, là. Après, s'ils meurent tous, je serais peut-être content. Ouais. Ça va être bien. Tu sais, c'est le début. Ça serait trop bien qu'ils fassent comme le début de The Suicide Squad. Tu crois que c'est eux que tu vas suivre et tu meurs, et là, il y a des vrais méchants qui arrivent. Ça serait trop bien. Ensuite, on va parler des X-Men. Donc, X-Men 97, qui a eu son premier trailer. Ça sort le 20 mars, on a eu la date. Alors, on a eu un nouveau logo. Marvel Animation, c'est la première fois qu'on le voit.
c'est intéressant parce qu'en fait, oui, on avait appris qu'il y avait une branche animation en gros, qui avait été créée au sein de Marvel Studios pour faire que de l'animation. Donc ça veut dire concrètement que c'est pas du tout canon avec le MCU, que ça va être son propre truc. Ça c'est clair, c'est dit, c'est confirmé. Donc la série sera rated TV 14. Et le premier trailer a fait un énorme record. C'est le plus gros record pour un trailer de série d'animation chez Disney. Il est notamment au-dessus les trailers de What If et des séries Star Wars, séries d'animation Star Wars. Est-ce que tu es chaud? Ouais, je sais pas. En vrai, la série X-Men 97, 97. La série X-Men des années 90, j'avais regardé passer à la télé. Bon, quand je regardais, j'aimais bien. Voilà. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois que c'est un par semaine, il voudrait faire, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça, je suis pas trop chaud pour un par semaine, 20 minutes, un par semaine. Mais après, je pense que ce sera mieux que What If, pour le coup. Et après, ils ont un nouveau branding, encore une fois. Donc là, ils multiplient les brandings Marvel, parce qu'ils ont commencé Marvel Spotlight aussi. En début d'année. Pourquoi pas? Après, ils disent que c'est pas connecté au MCU. Oui. Enfin, je veux dire, c'est la série des trucs de 97 et je pense pas qu'ils vont revenir ou quoi. Après, pour les fans de la série des années 90, je pense qu'il y en a pas mal qui ont grandi avec cette série. Ça peut être sympa de se replonger là-dedans en espérant qu'il y ait des vraies idées et des bons trucs, quoi. En plus, ça va être dans son propre truc. Ça va être très comique accurate, entre guillemets, là, voilà, quoi. Donc, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, quoi. Ouais, déjà la série d'animation adaptée des arcs des comics, notamment Days of Future Past ou l'arc sur le Phénix, voilà, qu'on a eu en film, on connaît un peu, donc c'est pour ça que je les cite. Il y avait aussi Apocalypse et tout, donc moi je suis super chaud. Moi c'est mon fond d'écran là, sur mon ordi. J'ai hâte de voir ça. Je comprends. Voilà, ensuite juste une petite news sur Agatha Dark Call Diaries, qui était parti pour 5 jours de reshoot. Au final, ils n'en ont fait que 1. Et voilà, ça se passerait très bien avec ce projet. Et en interne, Marvel Studios serait très content du résultat. Et voilà, donc ça sortirait cet automne vers Halloween. C'est 9 épisodes, il me semble. Ok, ouais, ils ont l'air... écoute, s'ils sont confiants, peut-être que ça sera bien, tu vois. Peut-être. Après, je me méfie de... Ils sont confiants parce qu'ils étaient confiants sur Quantum Mania. Donc, bon. Ok. Mais bon, écoute, j'espère qu'ils sont confiants pour de vrai, vraiment. Voilà, quoi. J'espère que ce sera cool. C'est Jack Schaffer et tout, donc voilà. Oui, et ensuite, on a une dernière info pour finir les actualités. C'est le Blade. Et oui, Blade, le film qui est repoussé à 2025 pour ralentir le débit de film. Là, pour une fois, c'est pas parce que ça se passe mal. Apparemment, ça se passe plutôt bien. En fait, pour l'instant, il n'est pas repoussé, le film. Non, mais... Bref, on sait pas que c'est assez flou sur ce point-là, pardon, mais qu'en fait Michael Green, qui est en train d'écrire le script, et apparemment Mahershala Ali, qui était un mec qui était pas très content au début du film Blade et de ce que ça apportait, apparemment est plutôt heureux de ce que Michael Green est en train d'écrire. Et le film est toujours rated R et voilà. Et il y a même des plans pour un film Midnight Sun. C'est quoi Midnight Sun, Ista? Midnight Sun, c'est une équipe, en gros, c'est l'équipe de personnages fantastiques de Marvel. En gros, par exemple, il y a le jeu vidéo où t'as Ghost Rider, t'as Magic des X-Men, t'as Nico Minoru qui est une sorcière. C'est ce genre de personnages, voilà, Blade, Ghost Rider, etc., qui sont plus dans le côté monstre fantastique, quoi. C'est ça, c'est un peu la Justice League Dark de chez Marvel. En moins bien parce que c'est mieux la Justice League Dark. Mais ouais, donc il y aurait des plans pour la Midnight Suns et qui n'aurait pas de membres des Avengers. Donc ce serait un truc un peu de son côté, je pense qu'ils veulent faire aussi. Et voilà. Moon Knight. Peut-être Moon Knight reviendrait là-dedans, peut-être. Faudra voir par la suite si Blade marche bien, tout ça, et s'ils lancent un chantier là-dessus. Ouais, en tout cas, ils ont l'air de vouloir faire de plus en plus d'équipes dans le MCU. Ce qui, moi, me dérange pas, parce que l'univers Marvel comics, c'est ça, il y a beaucoup d'équipes. Donc, voilà. Et voilà pour les actualités d'aujourd'hui. Un gros segment, et on va passer à la chronique box-office, et on va passer au box-office American. Alors, on retrouve à la 5e place The Chosen. Et c'est la saison 4, épisode 4 et 6, donc c'est pas les mêmes épisodes que la dernière fois. C'est de nouveaux épisodes. Du coup, parce que je sais pas pourquoi, mais là, ils font tous les épisodes, ils vont les sortir au ciné là-bas. Et donc, Wonka sort du top 5 pour la première fois depuis un moment. Wonka qui a quand même fait 3,5 millions encore et qui a dépassé les 600 millions de dollars au box-office. Donc, une bonne percée. Qu'est-ce qu'on a au top 4, Ista?
En top 4, on a Migration, donc il gagne une place, qui passe 4e pour sa 9e semaine d'exploitation. Et il a gagné 3,8 millions de dollars. C'est une évolution de plus 30%. Et ça lui fait un cumul de 114 millions de dollars. Ce qui est pas fou en vrai, je crois. Mais bon. Dans le monde, il a plus de 200 millions de Ouais, dollars. donc Et ça, après, au final, il doit être rentable quand même, je pense. Au final. je sais pas s'il est rentable, mais oui, en tout cas, il va se rembourser, je pense. Parce qu'il a pas coûté si cher que je crois, il a coûté 80 millions, donc ça va, c'est pas la catastrophe assurée. Ensuite, au top 3, on trouve Argyle, qui était premier la semaine dernière et qui tombe 3e et qui a rapporté presque 5 millions de dollars pour un total de 36 millions sur le box-office américain, et qui sera un total de 68 millions de dollars dans le monde. On rappelle qu'on ne connaît toujours pas le budget, même si c'était 200 millions que Apple TV a payé pour les droits. Mais bon, ça sent le flop, quand même, faut pas déconner. ça se passe pas de bien. Ouais. En deuxième, on a la fameuse Madame Web, dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, c'est sur le week-end de 3 jours. Il est sorti mercredi, donc normalement, il a 2 jours en plus. Mais là, on va parler du week-end de 3 jours. Dans ce week-end de 3 jours, il a gagné seulement 15 millions au box-office domestique. Il cumule, donc, avec les 5 jours, 23 millions. C'est la première fois depuis 2015 qu'un film de super-héros arrive deuxième. Généralement, ils sont toujours premiers. Dès qu'ils sortent, il y en a un, il est premier du box-office. Voilà, pour dire que c'est une catastrophe complète. Ouais, et on rappelle, il a un budget de 100 millions, hein, pas 80 millions, comme il y avait certains rapports, ça vient de sortir. Et dans le monde, il me semble qu'il a rapporté 50 millions pour l'instant. Donc la rentabilité va être très, très compliquée à atteindre, pour le coup. Et ouais, ça sent pas très bon pour Madame Web. Ensuite, on retrouve Bob Marley One Love, le biopic sur Bob Marley, qui a rapporté 28 millions de dollars au box-office américain pour un cumul de 46 millions, du coup, pour les 5 jours, c'est ça, Ista? Ouais, il avait commencé mercredi aussi, ouais. Et donc, il a déjà atteint 80 millions de dollars dans le monde pour un budget de 70 millions. Donc, il va être rentabilisé pour sûr, pour le coup, et c'est un énorme succès. Hein. Je crois que c'est au niveau de Bohemian Rhapsody, hein. Ouais, il me semble, mais après il faudra voir sur la longueur, hein, parce que pour qu'il atteigne les 900 millions, on verra bien. Et ouais, c'est quand même un truc de fou. On passe au box-office français, c'est ça? Et bah le box-office français a bien augmenté, puisque c'est là, c'est depuis le début de l'année le box-office le plus haut en termes d'entrée qu'on ait depuis la première semaine qui avait fait 4,3 millions d'entrées. Là on est à 3,9 millions d'entrées cette semaine. Qu'est-ce qu'on retrouve au top 5, Ista? Eh bien, encore une fois, Madame Web. C'est à chaque fois, voilà, elle m'aime bien, Madame Web. Effectivement, Madame Web est 5e, donc c'est pas bon. Avec 200 millions d'entrées. Voilà, c'est pas terrible. Ouais, et en top 4, on a une nouvelle entrée aussi, parce que là, on a plein de nouvelles entrées. C'est Chien et Chat, la comédie avec Philippe Lachaud, avec des chiens et chats en CGI dégueulasse. Et ouais, bah, c'est sur le top 5, c'est la 3e comédie française qu'on a, et elle a fait 314 000 entrées, ce qui est pas si fou, parce qu'en fait il y a quand même d'autres comédies qui sont devant, notamment une autre comédie en top 3, Ista. Oui, alors en top 3, on a Cocorico qui était premier la semaine dernière, qui a perdu 2 places, et donc qui en est à sa 2e semaine d'exploitation, mais qui a fait 380 000 entrées et qui cumule quand même de 960 000 entrées, donc qui va pas tarder à faire le million d'entrées. Donc c'est quand même un très beau succès. Oui. Il y a moyen peut-être même qu'il tape les 2 millions, faudra voir. Bon, il a déjà perdu en fin de carrière, mais il a été déclassé par le top 2 Maison de retraite, du coup 2, qui a atteint les 526 000 entrées en France, donc pour sa première semaine. Donc un beau parcours lui attend, évidemment, en comédie avec Kev Adams et oulala, j'ai oublié le nom. Léon. Oui, Jean Reno. Jean Reno, merci. Et voilà, donc une comédie française, encore une fois, qui cartonne depuis le début de l'année, il y en a pas mal. Effectivement. Et en premier, on a Bob Marley, donc comme aux États-Unis, c'est le plus gros succès de la semaine. Il a fait 770 000 entrées, ce qui est énorme. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, il va sûrement faire le million d'entrées. Voilà, c'est un très gros démarrage. Je crois le plus gros démarrage depuis le début de l'année, il me semble. Je crois pas qu'il y ait eu aussi gros. Ouais, je crois pas non plus qu'il y ait eu plus gros, donc ouais, là c'est compliqué, là.
Ouais, donc voilà, merci Bob pour ces entrées au cinéma. Ouais, bon. C'est pas un super film, donc voilà. Et bah c'est fini pour les news de la semaine. On se retrouve mardi prochain pour Dune partie 1. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à mettre le petit pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, à partager les épisodes, etc., etc. Et on se retrouve la semaine prochaine, Ista. Ouais, et on dit merci Bob. C'est ça. Allez, salut. Allez.